Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à ce programme international où nous parlons de politique, surtout de la politique africaine vraie. Nous parlons aussi d'économie et nous vous permettons un tout petit peu, dans ce volet touristique, de découvrir la beauté africaine, tous les espaces africains qui vous donnent envie de mieux connaître votre continent, de mieux connaître notre continent. Tout en vous remerciant d'être des nôtres pendant 1 heure, je suis Constieka. Au sommaire de cette émission, nous irons en Corée du Sud, où l'actualité a été très mouvementée. Nous ferons aussi un tour en Côte d'Ivoire, où nous y sommes, où nous enregistrons ce programme politique, économique et touristique. Nous irons faire un tour du côté du Cameroun, en Afrique centrale, ainsi qu'au Gabon. L'actualité a été aussi bougeante. Nous ferons un petit crochet en RDC, ainsi qu'au Congo-Brazzaville, le pays de l'empereur Sassou Nguesso. Nous irons faire un tour au Tchad, où tout se passe bien en Afrique. Les choses roulent. Les choses se passent bien après des élections. On a du beau temps, le climat est apaisant et l'Afrique devient une attraction pour tous les pays du Nord. Tout de suite, la Côte d'Ivoire pour démarrer cette émission, juste après la réclame. En Côte d'Ivoire, le très brillant ministre de la Promotion de la Jeunesse est au four et au moulin pour faire respecter, s'auto-traduire, le PS Gouv, qui est un tout petit peu cette politique menée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour donner à la jeunesse ivoirienne toutes les chances de réussite. Le PAPS Gouv renforce les capacités de 51 jeunes incubés à l'INP-HB de Yamoussoukro. La jeunesse au cœur de la préoccupation gouvernementale. Reportage Ousmana Koulibaly, assisté de Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé, Constant Eka. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, le PAPS Gouv renforce ses capacités de 51 jeunes incubés à l'Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny, en sigle l'INP-HB de Yamoussoukro. Le jeudi 30 mai 2024, ce sont 51 jeunes bénéficiant de l'accompagnement de l'incubateur, en sigle Incube Ivoire, à l'Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny, en sigle INP-HB de Yamoussoukro, qui ont reçu la visite d'une mission conjointe de la coordination générale du programme social du gouvernement, en sigle PS Gouv, et de la Banque africaine de développement, en sigle BAD. Pour l'équipe de la coordination générale du programme social du gouvernement, l'objectif de la mission était de s'imprégner des réalités de cette formation financée par la Banque africaine de développement afin de lever les blocages. Il s'agit notamment de donner une formation robuste aux jeunes, de voir la qualité et l'impact du projet afin de leur apporter des leviers pour la réussite de leurs activités. Il est à noter que cette session, qui s'étend sur 3 à 6 mois, permettra d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans le monde entrepreneurial en Côte d'Ivoire à travers la validation de la validité économique des projets, l'opérationnalisation du produit et la mise en place des process d'une entreprise naissante. Cette formation s'inscrit dans l'une des déclinaisons stratégiques de l'année de la jeunesse, notamment l'entrepreneuriat jeune, qui tient à cœur au ministre Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi que porte-parole adjoint du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Au Cameroun, nous allons parler autre chose, parce qu'on sait très bien que cette semaine a été rythmée par des mouvements au niveau de la FECAFOOT et du ministère des Sports. Nous ici, nous positivons, nous allons plutôt nous attarder sur un autre sujet pour faire plaisir à la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. La mairie de Douala 3e était en effervescence, en présence du maire de Douala 3e et surtout du ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la République du Cameroun, M. Grégoire Ouna. Cette mairie a célébré les mérites de son personnel municipal. J'ai appris à travers ce reportage, ce super reportage de Stéphane Négou de CNN Cameroun, que chez les Bantous,
quand un Bantou vous dit merci, ça cache toujours une autre demande. Reportage Stéphane Négou, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Éric Bikek et Raoul Sonkoué. Monsieur le maire, l'homme étant un éternel satisfait, et chez nous les Bantous, le mot merci cachant toujours une autre demande, vos agents ont d'autres préoccupations, notamment la mise en application de l'arrêté numéro 010/MTSP/DP du 20 avril 1971 autorisant la création de l'échelon G, permettant aux agents encore en fonction ayant atteint le plafond d'avancer et de faire bonne carrière. La couverture sanitaire de nos descendants. La mise en application des différentes délibérations du personnel admis en retraite. Et la mise en application du décret du président de la République portant revalorisation du SMIC et du salaire sur la base de la grille actuelle, en attendant la décision de la commission mixte de réflexion créée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en juin dernier. Reconnaître et récompenser les services du personnel d'une entreprise, c'est activer le moteur de la croissance et du développement. Et ça, la mairie de Douala-3e l'a bien compris en remettant des médailles d'honneur du travail à 104 membres de son personnel. Une cérémonie présidée par le ministre du Travail, Grégoire Ona, qui intervient quelques jours seulement après la célébration de la 138e édition de la Fête du Travail, dont le thème invitait à la pratique du dialogue au sein des administrations. En présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Divoa, du préfet du Vouri, Siliac Marie Vogo, du maire de la dite commune, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que de plusieurs autres personnalités, le ministre du Travail, Grégoire Ona, a demandé aux heureux récipiendaires de rester des modèles pour des générations à venir. Que les récipiendaires demeurez donc des modèles pour vos jeunes collègues. Et je vous exhorte à vous mettre au travail. Ce n'est pas à vous que je veux venir rappeler que 2025 c'est demain. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous l'avez souvent fait. Ce dont au total 218 médailles d'honneur du travail qu'ont reçu les personnels et ex-personnels de la commune d'arrondissement de Douala-3e, soit 38 médailles en or, 77 en vermeil et 103 en argent. Une reconnaissance qui arrache du sourire aux différents récipiendaires. Après avoir reçu ces médailles-là, je suis très content et je remercie monsieur le maire. Et grâce au Seigneur qui nous a créés, il m'a remis cette médaille parce que certains de nos collègues ne sont plus, avec qui on a cheminé ensemble. Ils sont plus. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala-3e, Valentin Epoupa, se réjouit d'avoir épongé cette dette sociale envers le personnel de la mairie. Une dette qui aura duré un peu près de 30 ans. Nous avons terminé par cette phase le redressement de la mairie. Il s'agissait ici d'éponger la dette sociale. Institutionnelle, elle a été imposée. Maintenant, c'est celle due au personnel. Vraiment, et reconnaître la place du personnel. C'est un facteur de production qui est essentiel quand on veut décoller. On a une mairie qui est désormais une mairie de première catégorie. Et il faut donc que le personnel, on ne peut pas avancer si on n'a pas épongé, reconnaître cette force de personnel. C'est désormais chose faite. Le travail du personnel de la mairie de Douala-3e a été reconnu et célébré. Un acte qui n'est pas loin de produire encore de meilleurs résultats pour la mairie dans les années à venir. S'il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'actualité politique est très dense, rien de plus normal que d'y revenir. Le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui, pour la circonstance, a été sous d'autres cieux en Corée. Mais nous parlons de la Côte d'Ivoire, juste après la réclame. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, s'est envolé pour Séoul, où il est arrivé dimanche 2 juin 2024 pour prendre part au sommet Corée du Sud-Afrique. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Vonon, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé le dimanche 2 juin 2024 à Séoul, où il prendra part au premier sommet Corée-Afrique prévu les 4 et 5 juin.
Ce sommet est le témoignage de la forte détermination mutuelle de la Corée et du continent africain à renforcer leur partenariat et à élever leur coopération à un niveau supérieur. En cours des travaux, les participants réfléchiront à des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Notons qu'en marge du sommet, le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, aura un entretien avec son homologue coréen sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Le chef de l'État échangera également avec plusieurs personnalités, dont l'ancien secrétaire général aux Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et des hommes d'affaires coréens. Nous restons toujours en Corée du Sud. C'est d'ailleurs l'Afrique qui était représentée avec de nombreuses délégations. En marge du sommet Corée-Afrique, le président Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a été reçu par son homologue sud-coréen. Le président Alassane Ouattara a fait de nombreuses rencontres fructueuses pour le bonheur de ses compatriotes ivoiriens. Reportage Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et Raoul Sankoué. En Corée, depuis quelques jours, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu avec son homologue coréen, Yoon Suk-yeol. Au cours de leur tête-à-tête, les deux hommes d'État ont souligné la nécessité d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud et à encourager les secteurs privés ivoiriens et coréens à nouer des relations de partenariat dans la transformation du cacao, de l'anacarde et du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. C'est dans ce sens que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le président de la Banque d'import-export de Corée, le lundi 3 juin 2024, en marge du premier sommet Corée-Afrique. La Banque d'import-export de Corée tient à accompagner la Côte d'Ivoire dans l'amélioration du cadre de vie de tout le peuple ivoirien, surtout dans le domaine de la médecine pour le traitement du cancer. Il a répondu avec le fonds de EDCF, il va l'aider pour réaliser sa rêve dans plusieurs domaines. Et il a aussi mentionné le centre du cancer qui est dans l'étape de réalisation finale. Et puis, il a expliqué son souhait pour améliorer la santé générale des Ivoiriens grâce à ce centre du cancer. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est aussi entretenu avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Je suis très heureux de rencontrer le président Alassane Ouattara ici en Corée. Les Ivoiriens ont élu le président Alassane Ouattara à la tête du pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président Ouattara conduit les affaires de son pays avec grand succès. Et en plus de cela, on constate également que l'économie est une économie vibrante, avec beaucoup de succès. Et je voudrais lui dire toute notre fierté et dire que nous sommes heureux qu'il puisse être à la tête de ce pays, de conduire de façon si prospère son pays. Une occasion pour le président Alassane Ouattara de témoigner de sa gratitude à l'ancien secrétaire général des Nations Unies pour l'immense travail abattu en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Je lui ai indiqué que nous lui devons beaucoup, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour moi de lui rendre hommage, de le remercier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Au cours des travaux de ce premier sommet Corée-Afrique prévu les 4 et 5 juin 2024, les participants réfléchiront à des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. S'il est vrai que nombreux de nos chefs d'État, durant cette semaine, ont plutôt brûlé d'actualité en Hexagone, en Occident, en Europe, si vous voulez, un peu partout, on va parler du Gabon, mais plutôt du côté de la France, où séjournait le couple présidentiel gabonais, à savoir Monsieur et Madame Nguema, pour ne pas dire le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui accompagnait son épouse Zita Nguema.
En France, la visite fructueuse du président de la République gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, fait preuve de sa parfaite connaissance et maîtrise diplomatique. Il a reçu à Paris le PDG de Total Energy, avec qui il a survolé de nombreux sujets pour le bonheur des Gabonais avant de quitter Paris. Reportage Teddy Ossé, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience M. Patrick Jean Pouyanné, président directeur général de Total Energy. En tant que partenaire historique du Gabon, Total Energy est venu soumettre au chef de l'État gabonais des projets d'investissement dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables. Cet entretien a été également l'occasion pour l'État gabonais et Total Energy de passer en revue leur partenariat. Avec le président, nous avons pu parler du partenariat historique entre le Gabon, la République du Gabon et Total Energy. On a parlé de divers sujets, de sources d'investissement, à la fois bien sûr nos investissements dans le pétrole, le fait qu'on arrive à maintenir la production, la main un peu remontée à 20 000 barils par jour. On a parlé des futurs projets qu'on pouvait avoir dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines. Installée au Gabon depuis plus de 90 ans, Total Energy est une multinationale française de production et de fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie. Pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz vert, énergie renouvelable et électricité. On est aussi, nous, dans une stratégie de transition, donc on s'intéresse au Gabon aux énergies renouvelables, notamment on a parlé hydroélectricité, avec un premier projet qu'on pourrait arriver à développer ensemble. Et puis, on a parlé aussi forêt, puisque Total Energy est devenu à 49% actionnaire de la compagnie gabonaise du bois. Et donc, comment on peut investir et préparer. Et j'ai proposé au président de prendre une initiative sur les crédits carbone, parce qu'on en parle beaucoup en Afrique, comment transformer cette forêt en une source de revenus au-delà de l'activité forestière elle-même. Et le président était intéressé par ces idées. Le président de la transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse ont quitté Paris après un séjour de travail couronné de succès. Et oui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu un séjour très fructueux du côté de la France. Nous allons faire un tour en RDC. En RDC, la République démocratique du Congo, présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau président de la Chambre basse de la République démocratique du Congo, ou si vous voulez encore l'Assemblée nationale, a été reçu en audience par le président de la République démocratique, à savoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. Une première officielle déjà cruciale pour les défis actuels. Le lundi 3 juin 2024, M. Vital Kamerhe, nouvellement investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. M. Vital Kamerhe, le nouveau président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, est venu présenter au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sa vision du député national en le repensant à son estime et à sa considération. Pendant cette entrevue, la question de l'investiture du gouvernement a été largement abordée. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Tenant compte des désaccords exprimés par certains dirigeants politiques de l'Union sacrée, suite à la sortie du gouvernement, M. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, appelle à la retenue et la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président avant de commencer les consultations des différents
groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait également été investi président du bureau provisoire du Sénat et il le reste malgré l'élection d'un nouveau doyen conformément à la règle constitutionnelle. Monsieur Pascal Kinduelo a présenté à son tour au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'avancement de la procédure qui conduira à l'élection du bureau définitif du Sénat dans le cadre d'une démarche institutionnelle. L'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et les bureaux d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. D'ici quelques jours, toutes les institutions de la République démocratique du Congo seront légalement investies. Je vous ai dit tantôt que la Corée du Sud allait rythmer cette émission, ainsi bien que la Côte d'Ivoire, où tout bouge énormément. Nous allons quitter la RDC pour la Corée du Sud. Nous repartons pour Séoul. Toujours à l'occasion de ce premier sommet Corée du Sud-Afrique, 48 nations sont toutes réunies pour échanger sur des sujets économiques avec de belles annonces pour les Africains. Comme nous le rapportent ici Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. C'est au tour de la Corée du Sud d'organiser son sommet avec l'Afrique, après la France, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et la Chine. Un premier rendez-vous largement consacré aux échanges économiques. Dès l'ouverture, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis de doubler l'aide publique au développement pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2030. De plus, il prévoit également une enveloppe de 14 milliards de dollars d'aide à l'exportation pour les entreprises coréennes qui interagissent avec le continent africain. Invité à co-présider la cérémonie d'ouverture, Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs président de la République de Mauritanie, ne pouvait être que satisfait. Je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective. Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine et président de la République de Mauritanie, a souligné l'importance de tirer parti de l'expérience de la Corée en matière d'infrastructure et de technologie de pointe. L'Afrique représente non seulement un marché prometteur pour la Corée du Sud, mais également une source de matières premières essentielles pour son industrie, à savoir le cobalt et le platine. Le dialogue sur les minéraux essentiels lancé par la Corée du Sud et l'Afrique sera un exemple pour une chaîne d'approvisionnement stable, basée sur une coopération bénéfique aux deux parties. Il contribuera à l'exploitation durable des ressources minérales dans le monde. Ces dernières années, les échanges commerciaux entre la Corée du Sud et l'Afrique ont continué d'augmenter, atteignant plus de 20 milliards en 2022. En Afrique et surtout dans les grands pôles, à savoir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est pratiquement des grandes saisons de pluie. Et on comprend pourquoi tous les déguerpissements et la précaution que mènent nos dirigeants vis-à-vis des populations qui ont souvent du mal un peu à comprendre les déguerpissements. Mais avant de venir sur la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, s'est entretenu avec les maires du district d'Abidjan afin de discuter de la problématique du désordre urbain. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elivonan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. M. Ibrahim Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a rassemblé les maires des différentes communes d'Abidjan afin de mettre fin au désordre urbain à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain a été mise en place lors de la 4e réunion du cadre de concertation permanente. Chaque commune va apporter un certain nombre d'éléments. Il s'agira de 15 policiers par commune. Et nous allons mettre en place une brigade. Le district autonome va apporter 50 éléments. Et cette brigade spéciale va s'occuper essentiellement de la lutte contre la mendicité, contre le commerce ambulant dans nos différentes communes.
Les maires ici présents ont apporté au cours de cette réunion leur soutien total aux actions du ministre-gouverneur dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. La délocalisation du marché de bétail de Port-Bouët et les incidents survenus le week-end ont également été abordés dans le cadre d'une concertation permanente. Vous savez déjà que Port-Bouët, c'est la porte d'entrée du district autonome d'Abidjan. Nous n'allons pas continuer d'accueillir nos visiteurs avec du bétail, avec des moutons en pleine vue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez qu'il y a les travaux de l'échangeur d'Akwaba. Et avec la fête de Tabaski qui approche, il y aura véritablement des embouteillages. Il sera difficile de circuler dans cette zone. Le centre commercial et le centre d'abattage du bétail demeure à Port-Bouët. C'est le parc à bétail qui a été délocalisé à l'ancienne casse d'Adjamé. Et sur ces sites, aujourd'hui, vous avez pratiquement 1000 places. Concernant les incidents qui sont intervenus à Port-Bouët, les auteurs ont été identifiés, ont été arrêtés et ont été déférés. Ce sont des actes de vandalisme et les auteurs doivent répondre de leurs actes parce que nous considérons que c'est une défiance à l'autorité de l'État. Le district autonome d'Abidjan assure que des mesures d'accompagnement sont prévues pour les personnes touchées en ce qui concerne le déguerpissement des personnes résidant à proximité de l'abattoir de Port-Bouët. Le district autonome a pris soin de trouver un site dans la commune de Port-Bouët, à Anani. Il s'agit donc de construire des logements pour les familles qui quittent donc le site attenant à l'abattoir pour aller les reloger sur le site de 10 hectares que le district autonome d'Abidjan a identifié et qui est en train d'être aménagé actuellement. À la différence des rumeurs selon lesquelles les sites déguerpis ont été vendus aux promoteurs immobiliers, M. Ibrahim Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a clairement indiqué que ces espaces feront l'objet d'un aménagement paysager. Et là, nous étions en Côte d'Ivoire, on a vu cette belle rencontre avec tous les maires pour avoir une harmonie, pour que tout se fasse dans une osmose qui fera énormément plaisir. Je le promets plus tard à ceux qui sont sceptiques de voir un peu tout ce qui se fait comme démolition ou comme casse. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, on verra que le problème est aussi similaire. Et là, la ministre est allée sur le terrain pour voir comment se passe aussi toutes ces histoires palpables pour rendre nos villes belles, agréables, prêtes à recevoir l'Occident, ceux qui viendront de manière touristique ou encore pour essayer de faire des affaires avec l'Afrique qui devient une attraction particulière pour toute la planète. Au Cameroun, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Mme Célestine Ketia-Cortez, était à Douala pour une visite d'évaluation. Reportage Stéphane Negou, Séverin Tchatchoua et Éric Bikek. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, a procédé ce 26 mai 2024 à une descente dans les différents chantiers engagés dans la capitale économique du Cameroun, dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Il était question pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et sa délégation d'évaluer, d'apprécier les travaux déjà réalisés, de donner des orientations en vue de l'accélération de la cadence d'exécution des prestations et de s'assurer de la nature et de l'efficacité des dispositions prises par les entreprises pour limiter l'impact négatif des travaux sur les populations. Après avoir fait le tour des différents pôles des travaux engagés dans la ville de Douala, Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, se dit satisfaite de la dynamique positive des chantiers, notamment avec la construction de la STVB qui présente un état d'avancement de 68%. Les travaux de voirie structurants dans les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e réalisés à plus de 66,57% et les travaux de drains structurants dans les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e qui présentent quant à eux un pourcentage d'avancement de 48,56%. Vous avez vu les drains qui se construisent pour améliorer les inondations ou pour réduire définitivement les inondations dans la ville de Douala. Vous avez vu, je sais que vous étiez sur le terrain avec nous. Il vous appartient, les amis des médias, de dire comment la ville de Douala est en train de se mobiliser par la volonté du chef de l'État. De dire également
comment l'habitat inclusif, voulu par le président de la République, rappelé par le Premier ministre, chef du gouvernement depuis 3-4 ans, se met concrètement en œuvre avec la nouvelle ville des motos, des amis de motos taximens dans Douala 5e. Un projet innovant, un projet participatif qui va nous permettre de dupliquer dans l'ensemble des 374 communes que compte le Cameroun, mais également d'adresser les autres secteurs d'activité tels que les Bayam Salam, tels que les déplacés internes. Donc je suis très heureuse et je voudrais remercier Monsieur le gouverneur et tous ses collaborateurs qui accompagnent et qui suivent sur le terrain ces beaux projets voulus par le président de la République pour améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, a également procédé au cours de cette visite au lancement officiel du projet de construction de 108 logements décents et abordables pour les mototaximans dans la mairie de Douala 5e. Lancement matérialisé par la pose de la première pierre des 10 logements au quartier Landy et PK21. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, du préfet du Vouri, Marie Siliard Vogo, du maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, Richard Fungwa. Ce projet regroupe plusieurs acteurs, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le Crédit foncier, la mairie de Douala 5e, le syndicat des mototaximans et un établissement de microfinance. Le projet initié par le président de la République, son Excellence Paul Biya, vise la construction de 134 logements décents et abordables dans toutes les communes du Cameroun. Le ministre Célestine Ketcha-Courtez a annoncé que ce projet va s'étendre dans d'autres secteurs informels. Toutefois, l'avancée de ces travaux réjouit davantage les maires et les populations de ces parties de la cité économique du Cameroun qui sont heureux de voir leur cadre de vie amélioré. Valentin Epoupa, maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Je voulais tout simplement vous dire que le maire est satisfait parce que les populations sont satisfaites. Elles sont satisfaites de ce que le président de la République a bien voulu faire à Douala 3e. Vous avez vu le projet de PDV hier qui relie l'axe lourd, c'est-à-dire au niveau de Carrefour Biye, à l'intérieur des quartiers d'Okpassi. C'est-à-dire que désormais, dès que cette route sera prête, il sera facile pour ceux qui viennent de Yaoundé de passer par Ndokpassi pour retrouver l'axe lourd. Donc il y a juste ces quelques hicks que vous avez trouvés avec les difficultés qu'on a libéré les emprises. Et ensuite, vous avez vu la promesse, vous avez suivi qu'elle a dit que le quartier Banga Pongo devrait être raccordé à l'axe lourd aussi. Et bien sûr, raccordé avec le pont que nous sommes en train de faire à Ngodi Bakoko. Nous sommes tous très contents, très émus de savoir que le président Paul Biya, chef de l'État, a pensé à la population de Douala 3e, particulièrement à ce quartier qui est très enclavé, qui a été très enclavé dans le temps. Et aujourd'hui, nous marchons sur les pavés. Nous disons un grand merci à tous les militants et les militantes du RDPC, de l'OFRDPC, de l'OGRDPC de Vouri 3 disent un grand merci. Et les populations de ce quartier disent un grand merci au président Paul Biya pour ses œuvres, pour avoir pensé à sortir le peuple de Dieu des souffrances de cette route. Il va sans dire qu'il va, depuis Lurette, ce quartier était comme coupé pratiquement du monde. C'est-à-dire qu'à la moindre pluie, au moins averse de pluie, c'était impraticable. Donc ça veut dire que ce soit des enfants, des motos, des voitures, pratiquement impossible la circulation. Jusqu'à l'avènement de ce projet, dont la population de nos jours vraiment se sent un peu sortie vraiment de l'ordinaire. Donc depuis que le projet de ce tronçon, à savoir Saint-Tropez, la croisière, a été lancé, c'est un ouf de soulagement. Donc vous voyez que lit aux yeux des populations un ressentiment de joie. Au cours de la réunion d'évaluation qui s'est tenue dans la salle de conférence de la communauté urbaine de Douala, au sortir de cette visite des grands chantiers dans le cadre du projet PDVIR,
Le ministre de l'Habitat et du Développement humain, Célestine Quechua-Cortez, a donné des grandes orientations et instruit le préfet et le maire de la ville de Douala de déguerpir les entreprises exploitant le bois aux alentours de l'hôpital gynéco, afin de donner une fière allure à cette partie de la ville, ce dont un tout nouveau visage qui se dessine sur la ville de Douala, visant à faire de la capitale économique du Cameroun une métropole d'excellence où il fera bon vivre d'ici 2025. Voilà, quand on voit que tout ça bouge, on voit comment on se préoccupe des populations avec ces grandes pluies qui causent souvent des morts, parce qu'on construit un peu n'importe comment, on comprend que ça ne concerne pas qu'un seul pays. C'est un phénomène qui doit attirer le regard de nos gouvernants. Nous quittons le Cameroun pour la Corée du Sud. On n'en a pas fini avec la Corée du Sud, mais avant, nous allons vous proposer tout simplement un extrait de notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Nous sommes déjà en plein mois de juin. Et on dit toujours, pour ne pas dire qu'il y a un adage qui dit « qui veut aller loin, ménage sa monture ». Vous êtes des parents, vos enfants auront le bac bientôt. Il faut penser à les inscrire, et rien de meilleur que de choisir une université digne de ce nom qui forme des enfants aptes et qui ne sont pas très loin de nos différents pays, dont le Gabon offre cette opportunité indéniable, à savoir l'Université internationale de Libreville, le partenaire officiel du Constieka Orlik News. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après ce reportage de cette université, je conseille déjà aux parents de se rapprocher du recteur de cette université pour les prochaines inscriptions. Pensez déjà à l'année scolaire, l'année universitaire 2024-2025. Nous quittons le Gabon pour la Corée où ça bouge énormément avec toutes ces délégations africaines, je ne cesserai pas de le répéter, et où là-bas on parle d'économie. Le forum Corée du Sud-Afrique, au nombre important des chefs d'État des pays et délégations africaines, qui s'est achevé par la signature du protocole d'entente du Comité économique Corée-Afrique. Reportage Tchatcho Severa, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le mercredi 5 juin 2024 à Séoul au sommet des affaires Corée du Sud-Afrique. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du président de la République de Corée, son Excellence Yoon Suk-yeol, du président de la République islamique de Mauritanie, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du président de l'Association coréenne du commerce extérieur, KITA, M. Yoon Jin-ki, qui ont exhorté le renforcement des échanges commerciaux entre la Corée du Sud et le continent africain et plaidé pour des partenariats fructueux entre les entreprises coréennes et africaines. Intervenant à l'occasion du panel sur l'industrialisation et la promotion des investissements, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a mis l'accent sur le potentiel économique et humain exceptionnel de l'Afrique, ainsi que sur la stabilité globale des économies africaines et leur potentiel de développement. L'environnement des affaires en Afrique, y compris le cadre juridique et les incitations fiscales et non fiscales, devrait susciter un engouement de la part des investisseurs publics
et privé coréen. La Côte d'Ivoire, mon pays, est parmi les 10 premières économies du continent africain. Il est le premier producteur et broyeur mondial de cacao et le premier producteur et troisième transformateur au monde de noix de cajou. La Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans. Je voudrais donc encourager les investisseurs coréens à venir en Côte d'Ivoire, où ils bénéficieront d'infrastructures de qualité, un vaste marché de consommation qui comprend non seulement la Côte d'Ivoire, mais les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Cela représente 140 millions d'habitants, d'un environnement des affaires attractif et d'un climat socio-politique stable et apaisé. Les importantes annonces du président Yoon hier lors de son discours d'ouverture sont une source de réconfort. Et nous savons que la mise en œuvre sera suivie avec l'Union africaine et les chefs d'État. Donc je voudrais terminer en vous remerciant tous de votre aimable attention. Merci encore. Il est à noter que le sommet Corée du Sud-Afrique s'est achevé par la signature du protocole d'entente du Comité économique Corée du Sud-Afrique. C'est terminé avec ce sommet Corée du Sud-Afrique, un sommet qui a été prometteur sur toute la ligne. Les lampions sont éteints. Nous revenons maintenant en Afrique avec le Congo. Le Congo Brazzaville, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Au Congo-Brazzaville, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le 3 juin 2024 le ministre russe des Affaires étrangères qui est en tournée africaine et en visite de travail au Congo. Reportage Jean-Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Arrivé le 3 juin 2024 au Congo-Brazzaville, dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, a été reçu en audience par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le mardi 4 juin 2024 à Oyo. Par la voix de son ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, la Russie a manifesté son soutien au président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui joue un rôle crucial dans la résolution de la crise libyenne depuis plus de 10 ans. Lors de cet entretien, ils ont mentionné l'arrivée des instructeurs militaires français en Ukraine, ce qui représente une cible légitime pour le Kremlin. Selon le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Jean-Claude Gakosso, ça suscite des préoccupations quant à une augmentation de la violence. À nos yeux, ceux qui s'excitent à envoyer des troupes sur le terrain n'aident pas la cause de la paix. Au contraire, ils exposent toute l'humanité au risque d'une confrontation terminale, définitive. Et ce n'est pas une position très responsable. Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, a critiqué la Suisse qu'il juge hostile et Kiev qui s'active veut organiser une conférence sur la paix en Ukraine, une conférence à laquelle la Russie n'a pas été invitée. La conférence en Suisse, bien sûr, nous l'avons dit plus d'une fois, le seul but recherché qu'il puisse y avoir, c'est d'essayer de conserver ce bloc anti-russe qui est en train de se dégrader. Après le Congo, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu au Burkina Faso et finira cette tournée africaine au Tchad. On peut l'appeler chasseur d'images, on peut aussi l'appeler responsable des reportages spéciaux. Il est toujours à l'affût. Dans sa sacoche, il y a toujours sa caméra. Lui, c'est Ousmane Koulibaly, assisté de l'évite Elie Vonan, qui sont rendus à Yamoussoukro. La raison, juste après la réclame. À Yamoussoukro, l'heure était à une séance plénière du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Ce Sénat présidé par la vénérable Madame Kandia Camara. En effet, le Sénat ivoirien, sous la présidence de la vénérable Madame Kandia Camara, présidente de ce Sénat de la République de Côte d'Ivoire, s'est réuni en séance plénière le 4 juin 2024 à Yamoussoukro. Ousmane Koulibaly,
Lévite Eddy Volant, Marcel Bassolé, Constant Ika. Pour commencer, une minute de silence a été observée lors de cette séance plénière présidée par Mme Kandia Camara, présidente du Sénat, en hommage au défunt président Aimé-Henri Konan Bédié. La séance plénière du Sénat ivoirien du 4 juin 2024 à Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire, a permis l'adoption à l'unanimité des sénateurs présents des 4 projets de loi ci-après. Projet de loi relatif à l'extradition, projet de loi relatif aux communications électroniques, projet de loi modifiant la loi numéro 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Grâce à ce dernier projet de loi, il a été constaté que la Côte d'Ivoire maîtrise la gestion de sa dette. Nous avons un niveau de dette modéré, ça a été dit. Je dis, mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait de ses dettes. Quand en l'espace de 10 ans, on construit des dizaines de milliers de salles de classe pour les enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire. Quand en moins de 10 ans, on construit 9 universités. Quand en moins de 10 ans, on construit des CHU, des CHR, des centres de santé, des maternités pour les populations. Quand en l'espace de 10-12 ans, on fait en sorte que tous les villages ayant plus de 500 habitants aient de l'électricité. Quand on fait en sorte que les populations disposent d'eau potable dans presque toutes les régions, tous les départements, dans presque tous les villages. Quand en l'espace de 10, 12, 13 ans, on a des ponts. Quand on donne des fonds sociaux à des femmes, à des jeunes, pour réaliser leurs projets, quand on améliore les conditions de vie de ces populations, alors qu'est-ce qui est important? C'est l'utilisation de la dette contractée, c'est ce qui est important ou c'est le niveau de la dette. Et nous pouvons être fiers de notre pays, fiers de notre président, fiers du gouvernement. Par ailleurs, la vénérable Madame Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, a annoncé que le Parlement se réunira en congrès le mardi 18 juin 2024 à 10h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, à la demande de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. À ce titre, elle a invité les sénateurs à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'assurer leur présence effective à cette réunion du Congrès. Nous quittons Yamoussoukro, mais là, nous empruntons notre vol, le vol Air Côte d'Ivoire. Direction le Gabon. Le Gabon où le président Brice Clotaire Oligui Nguema, de retour de France, est tout de suite au charbon, pour ne pas dire au boulot. Il a rencontré successivement le Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Donsima. Ensuite, il a rencontré aussi le directeur Afrique du Fonds monétaire international pour dire que le président n'a aucun répit. Il n'a qu'un souci, le bonheur des populations gabonaises, le bonheur de ses compatriotes. Reportage depuis Libreville, Teddy Ossé, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé ce jour avec M. Abebe Aimro Selassie, directeur Afrique du Fonds monétaire international. Cette rencontre avec le directeur régional de l'institution financière internationale a été l'occasion pour le président de la République de présenter à son hôte les défis économiques auxquels fait face le Gabon. Il s'agit pour les deux parties d'évaluer différents types d'investissements susceptibles de créer des emplois pour la jeunesse et d'accroître le développement. Pour sa part, le FMI a rassuré le chef de l'État sur la volonté de l'institution d'accompagner le Gabon dans la recherche de solutions tout en l'exhortant davantage à une amélioration de la gouvernance dans les secteurs des mines, du pétrole, ainsi que de l'assainissement des finances publiques. Une très bonne rencontre avec son Excellence Monsieur le Président qui nous a présenté les défis auxquels sont exposés aujourd'hui l'économie. Nous avons discuté des types d'investissements dont le pays a besoin pour pouvoir créer de l'emploi avec tous les gens qui cherchent du travail, ainsi que tous les secteurs d'investissement dont le pays a besoin afin de pouvoir accroître le développement du pays.
Je suis là pour 2 jours afin de pouvoir discuter comment est-ce que le FMI peut accompagner le Gabon afin d'adresser tous ces défis. La problématique de la bonne gouvernance, l'identification des domaines d'emploi propices à l'épanouissement de la jeunesse au Gabon. Autant de questions évoquées au cours de ces entretiens. Nous avons aussi discuté aussi de notre côté, de notre point de vue, quels sont les secteurs que le pays doit pouvoir adresser. Et nous avons convenu que la question de la gouvernance est un secteur important où il faut regarder. En particulier, améliorer la gouvernance dans le secteur des mines et du pétrole est important afin de s'assurer que le Gabon peut être capable de pouvoir s'appuyer sur toutes ses ressources afin de pouvoir se donner les meilleures chances de développement. Le FMI est une organisation qui rassemble 190 pays dans le but de favoriser la coopération monétaire internationale, d'assurer la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, favoriser un niveau élevé d'emploi, favoriser la stabilité économique et réduire la pauvreté. Par ailleurs, le président de la transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu avec Raymond Dong Sima, Premier ministre, chef du gouvernement de transition. L'activité abondante du chef de l'État lors de son récent séjour en France et l'avancement des dossiers prioritaires relatifs aux conclusions du dialogue national ont été au centre des échanges entre le président de la République et le chef du gouvernement. Vous savez qu'il y a 3 semaines ici, le président m'a confié ici à la présidence les conclusions du rapport sur le dialogue national. Donc je suis venu notamment lui parler de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces conclusions. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, je vais rencontrer la presse pour pouvoir expliquer dans le détail comment on a avancé. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République du Gabon, lors de son échange avec le chef du gouvernement de transition, a évoqué les détails de son séjour à Paris, marqué par la tenue du premier forum économique Gabon-France, ainsi que des rencontres avec les autorités françaises. On ne peut que se satisfaire de ce que le président a rencontré, non seulement le président français, mais l'ensemble de la classe politique française, la classe politique, le gouvernement français et les hommes d'affaires français. Et comme vous le savez, la partie française a, dans notre économie, une place très importante. Donc nous avons besoin de savoir quelles vont être les avancées que cela va nous apporter. Le projet du CTRI, de restauration des institutions, ainsi que la remise sur les rails du développement du Gabon, demeure une priorité pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République du Gabon. Les Africains ont tout compris, ils ont décidé de faire des choses comme il se doit. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Nous quittons le Gabon et nous arrivons en Côte d'Ivoire pour voir comment l'œil de celui qui a décidé de protéger tous ses compatriotes, respecter la feuille de route donnée par son Excellence le président Alassane Ouattara au niveau de la défense nationale. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est attentif à tout ce qui touche à la sécurité des Ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Tene Birahima Ouattara, a visité le 5 juin 2024 le navire Furor du Royaume d'Espagne accosté au large des côtes ivoiriennes. Merci comme ça à Ousmane Koulibaly, qui a toujours sa sacoche caméra pour nous rapporter les images, assisté de l'évite Elie Vonan et à la post-production très fine et professionnelle de Marcel Bassolé et Constant Ricard. En Côte d'Ivoire, il s'agit là du 6e patrouilleur océanique et du 2e de la série BAM de la marine espagnole en escale à Abidjan. Le mercredi 5 juin 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tene Birahima Ouattara, à bord du navire BAM Furor espagnol, a inspecté attentivement les différents compartiments afin d'apprécier les différentes unités et équipements de pointe. Ce qui fait que ce navire d'action maritime possède les outils les plus performants de l'Union européenne en matière de protection et de sécurisation maritime. L'escale régulière nous permet, pas seulement pour lutter contre la piraterie dans les golfs de Guinée, mais contre toutes sortes de trafics. En effet, la piraterie dans ce cas spécifique a un impact très négatif sur les flux commerciaux, en sachant que le golfe de Guinée représente une très grande partie des flux commerciaux, justement entre même l'Asie et l'Europe. Dans le cadre d'une mission visant à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée, l'escale du navire Furor en Côte d'Ivoire sera de 8 jours. Le temps de formation et autres exercices militaires avec la Marine nationale ivoirienne. On fait des activités de plongée et des activités
des opérations d'interdiction maritime pour inspectionner des bateaux. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, a signé le livre d'honneur à bord du navire BAM, démontrant ainsi l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous avons beaucoup recours à l'Union européenne pour des stages de formation, que ce soit au niveau donc, de la marine, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, que ce soit au niveau de l'armée de terre. Et nous nous félicitons cette fois-ci d'accueillir le bateau Furor de l'Espagne. Ce sont des pays qui ont gagné en expérience en matière donc, de mer, de terre et de ciel. Et nous pensons que nous avons beaucoup à tirer de ce partenariat. On ne peut que se réjouir d'avoir de tels échanges et tout ceci est formateur pour l'armée ivoirienne. L'échantillon d'un don espagnol à bord du navire BAM Furor pour la mise en œuvre, dès ses vacances scolaires, de projets communautaires dans le district autonome de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, a été remis à ses destinataires. Après cette visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, sur le navire espagnol, nous allons nous envoler pour le Tchad. Au Tchad, rien de plus normal. Ce pays est désormais présidé officiellement, plus de transition, par le président de la République, chef de l'État, M. Mahamat Idriss Déby Itno. Le président de la République élu du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience au chef de la diplomatie russe, M. Sergueï Lavrov, le 6 juin 2024 à N'Djamena. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, arrivé ce mercredi 6 juin 2024 pour une visite de travail au Tchad. Le chef de l'État et son hôte ont discuté de la riche et fructueuse coopération bilatérale et des perspectives de son élargissement et son raffermissement. À la tête d'une importante délégation, le chef de la diplomatie de la Fédération de Russie a entrepris depuis quelques jours une mini-tournée africaine. N'Djamena a constitué ce jour la 4e étape de cette tournée après Conakry en Guinée, Brazzaville au Congo et Ouagadougou au Burkina Faso. Cette visite du ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, est la résultante de la visite officielle effectuée par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, en janvier dernier à Moscou. C'est aussi la résultante tangible de la mise en route immédiate du 11e chantier et de la 83e action du programme politique du chef de l'État consacré au développement des relations bilatérales intenses et équilibrées avec les autres États dans un esprit d'équilibre et d'indépendance en vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Tchad. Le Tchad et la Fédération russe, dont les relations diplomatiques auront 60 ans, le 24 novembre prochain, partagent des visions communes sur un bon nombre de domaines. Ce mercredi après-midi, au palais Toumaï, la rencontre entre le président de la République, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, et le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, a permis de franchir un nouveau pas dans le développement de la coopération entre la Russie et le Tchad. Un tour d'horizon des domaines de coopération qui stimuleront les relations bilatérales a été fait au cours des échanges. Un point d'honneur est mis sur le développement. La Russie a affiché sa ferme volonté, au travers de son chef de la diplomatie, à accompagner le Tchad dans ce chantier novateur, décliné dans le projet de société du président de la République, quantifié en 12 chantiers et sans action concrète. L'entrevue entre le président de la République, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, et le chef de la diplomatie russe, M. Sergueï Lavrov, a été particulièrement riche au regard de la diversité des sujets abordés et surtout de la dynamique nouvelle à imprimer à la coopération bilatérale. Après Conakry, Brazzaville et Ouagadougou, N'Djamena constitue la dernière étape de cette tournée du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique. Après cette information sur le Tchad, rien de plus normal que de vous remercier. Vous qui avez décidé de choisir ce petit écran pour regarder l'information africaine vraie. Tout en remerciant toute ma jeune équipe qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir ce programme d'information politique, économique et touristique. Ils sont très jeunes, moins de 30 ans, ils sont originaires de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de France. Je tiens tout simplement à vous remercier et à vous donner rendez-vous au prochain numéro.
tout en vous disant de rester focalisé, branché sur les www.cnntv.ci pour regarder ce programme et qui est aussi en simultané, je vous le dis, sur la radio mondiale Voltage 2, dont l'application est téléchargeable sur Google Play puis Apple Store. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce programme en direct, vous l'avez en replay, comme toutes les informations, sur le www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka, très heureux de vous servir toutes les semaines. Au revoir.